Coordination des efforts pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel, le président de la République l'a une fois de plus rappelé au 12e Forum États-Unis Monde Islamique qui a débuté ce matin au Qatar. Demain, 9 juin, les candidats au baccalauréat seront dans leur starting block pour 3 jours d'épreuve. À la veille d'une période chargée d'angoisse, de stress et d'émotion, nous avons rencontré 2 candidats, par n'importe lesquels, 2 des plus brillants de l'année, l'un du public et l'autre du privé. À partir de cette semaine, Focus Santé vous propose une série de reportages sur la santé dans la région de Caille. Dans cette région, la diaspora est d'un très grand apport à la santé et les sites d'orpaillage, une source d'inquiétude. Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Notre pays, le Mali, participe au 12e Forum États-Unis Monde Islamique qui a débuté ce matin au Qatar. La rencontre de 3 jours a pour but de promouvoir et de soutenir le dialogue afin de renforcer les opportunités de coopération entre le monde islamique et les États-Unis d'Amérique. Le président de la République s'est exprimé à l'ouverture des travaux ce matin sur la situation dans notre pays. Ibrahim Boubacar Keïta a encore une fois de plus insisté sur la coordination des efforts pour lutter contre le terrorisme. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Ibrahim Traoré et Adama Kamara. Doha, la capitale qatari, accueille pendant 72 heures le 11e Forum États-Unis Monde Islamique. Cet événement est une initiative de l'émir du Qatar et du gouvernement américain. Le but, corriger l'image de l'islam déformé en Occident et promouvoir le dialogue entre les États-Unis d'Amérique et le monde islamique. En clair, ce forum se veut un pont entre l'Occident et le monde islamique. Parmi les invités de marque, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est venu expliquer les multiples enjeux et défis liés à la sécurité et à la paix auxquels fait face le Mali. Il est vrai qu'il y a un besoin pressant de paix et de sécurité dans le monde. Mais la région du Sahel à laquelle appartient mon pays, le Mali, a un besoin encore plus immédiat de paix, de sécurité et de stabilité. Créer les conditions d'une riposte efficace au terrorisme international, tel est l'un des défis majeurs que nous devons relever pour la défense de la justice, de la paix et de la sécurité au bénéfice de nos communautés et de l'humanité. Il y a donc un vieux terreau musulman islamique dans lequel le Mali est imprégné, dans lequel le Mali baigne depuis des siècles. Il ne s'agit donc pas d'un pays de néophytes, de nouveaux convertis à l'islam, de gens qui découvrent l'islam. Donc, le prétexte d'islamisation est un prétexte totalement faux. Dans un pays où se trouve l'une des plus vieilles cités du monde musulman, Tombouctou, la merveilleuse. Tombouctou, la mère des cultures. Tombouctou, la mère des savoirs. Tombouctou, la bibliothèque musulmane universelle. Ce pays, cette ville, dont nous sommes fiers au Mali, qui a failli être détruite par des ignorants au motif de lutte contre l'idolâtrie, des vestiges de civilisations passées, de l'art musulman ont été mis par terre en miettes. C'est contre cela que le monde entier s'est indigné et est venu à notre secours au Mali pour arrêter cette ignominie. Terre d'islam, le Mali l'a été et le demeure. Ces agresseurs d'un autre âge nous ont causé un tort immense, allant jusqu'à s'aimer le doute dans l'esprit de ceux qui sont nés dans l'islam et qui, des générations durant, ont été pétris des vraies valeurs de l'islam. Aussi, l'irruption violente en 2012 sur la scène religieuse de ce type d'islam a été pour beaucoup de nos compatriotes un choc, voire un traumatisme, d'où la nécessité d'une analyse approfondie et d'un débat doctrinal sur la forme des pratiques de l'islam dans mon pays ainsi qu'au Sahel. Cela nous paraît d'autant plus utile que l'islam, le nôtre, le vôtre, c'est celui du juste milieu. C'est un islam respectueux de la dignité humaine, engagé dans la protection du faible et de l'orphelin, déterminé à être solidaire et à apporter l'assistance à son voisin, à promouvoir la paix et la concorde.
Le Mali bénéficie du soutien de toute la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme. Pour libérer définitivement le pays, beaucoup reste encore à faire, a insisté le chef de l'État. Dans notre combat pour le respect de la dignité, le respect de notre souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre pays, le respect de la forme laïque et républicaine de l'État malien, nous avons enregistré le soutien actif de toute la communauté internationale. Cette dernière a vite compris que la crise malienne débordait largement le terrain malien. Elle a noté les prémices d'une menace gravissime pour la région du Sahel, pour le continent africain et même pour la sécurité internationale. C'est le lieu d'exprimer la profonde gratitude du peuple malien pour tous les frères et amis qui sont venus au secours. Une étape significative a été franchie avec l'adoption par le Conseil de sécurité de résolutions dont la 2100 autorisant le déploiement des forces militaires internationales au Mali. Elles établissent les bases de la légalité internationale dont certains de nos amis avaient besoin pour nous aider efficacement à libérer notre pays. L'intervention déterminée de la France a porté certes un coup d'arrêt à la progression de notre ennemi commun, mais l'hydre n'a pas encore rendu l'âme. Les efforts doivent continuer au Mali et à l'échelon régional. Le président Ibrahim Boubacar Keïta se dit convaincu que ce forum est un cadre idéal de dialogue politique et socio-culturel pour construire un monde de paix. La paix et la stabilité, le Mali en a fortement besoin, notamment dans sa partie septentrionale. Nous avons une foi inébranlable en notre peuple et en ses capacités de créativité. Nous avons la ferme conviction que dans un avenir proche, notre pays et notre continent retrouveront leur marque initiale. Il y a là des hommes et des femmes capables, par la fermeté de leur volonté et par l'apprêter au travail, tracer un avenir radieux et conforter notre peuple dans le sens de la paix, de la sécurité et de la prospérité et du bonheur. Aussi, dans le souci global, d'un règlement global et définitif de la crise du nord du Mali, nous avons engagé un processus stable de facilitation dont les premières manifestations ont été l'organisation des États généraux de la décentralisation, des assises nationales sur le Nord, ainsi que des forats régionaux à Gao et à Tombouctou. Le but a été de trouver, par une approche participative et inclusive, les meilleures réponses aux frustrations et revendications exprimées par les diverses communautés à la nation malienne. Nous devrions éviter de devoir léguer aux générations futures un héritage de souffrance qui serait la preuve accablante de notre indifférence, voire de notre incapacité à maîtriser et à résoudre les problèmes auxquels nous sommes actuellement confrontés. Alors, rassemblons nos énergies pour fonder dans un élan solidaire unique les certitudes d'espérance de nos peuples. Le Premier ministre qatari et le président albanais ont précédé le chef de l'État à la tribune pour réitérer l'engagement de leurs pays respectifs à promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. Au cours de ce forum, divers thèmes d'ordre politique, économique et sécuritaire feront l'objet d'exposés. Un panel est exclusivement consacré à Tombouctou, la mystérieuse. Et justement, parlant de la session spéciale consacrée à Tombouctou, le sujet était auparavant au centre des échanges que le président de la République a eu avec l'émir du Qatar. Il a été également question de la coopération bilatérale. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est au micro de nos envoyés spéciaux. C'est une belle occasion de rencontre nord-sud et surtout de rencontre de civilisation et de culture. C'est une très bonne idée que ces rencontres dans le cadre du Forum de Doha, États-Unis, monde musulman. Cette édition de cette année à laquelle nous avons été conviés a beaucoup d'ambition. Et surtout, en tant que Maliens, nous retenons avec fierté que Tombouctou a été retenu comme l'un des thèmes principaux. Tombouctou en tant que symbole de rencontre de culture, symbole une cause culturelle insigne et une fierté du monde musulman. Tombouctou dépasse de loin le cadre malien, nous le savons, mais que cela soit magnifié ici aujourd'hui
pendant les jours qui viennent à Doha est une grande satisfaction et nous avons tenu à le dire. Je crois que c'est un bon prélude, ainsi que je l'ai indiqué également, à notre prochain séjour aux États-Unis, notre prochaine visite aux États-Unis où nous serons avec le président Obama en interrogation par rapport à toutes ces questions et les questions de la paix, de la sécurité mondiale et du développement. Et je crois que ce sont autant de sujets de préoccupation aujourd'hui pour les Maliens comme pour tous les hommes de bonne volonté à travers le monde. Et l'émir Al-Thani, la Brookings Institution et l'institution Saban sont à leur œuvre d'avoir eu ce souci-là, d'organiser un tel forum avec un tel thème central et de nous y associer. Monsieur le Président, vous sortez d'une rencontre tout à l'heure avec l'émir. J'imagine qu'il a été également question de coopération entre les deux pays. Oui. On a fait le tour des questions qui nous intéressent au plan économique, bilatéral, et je dois dire ma totale satisfaction par rapport à tout ce qui a été convenu entre nous. Et je crois qu'une mission également du Qatar vient juste hier de rentrer de Bamako, que j'avais reçu déjà à Bamako. Et tout cela est convergent et va dans le bon sens. C'est donc de bons signes. Nos envoyés spéciaux reviendront demain sur la session spéciale consacrée à Tombouctou et vous pourrez suivre juste après cette édition l'intégralité de l'intervention du président de la République à l'ouverture de ce forum. Ici à Bamako, amener un changement de comportement par la sensibilisation pour moins d'accidents sur nos routes. C'est le message véhiculé par SOS Abba à la cérémonie d'anniversaire de la mort du jeune Abba victime d'un accident de la route. La cérémonie était présidée par l'épouse du président de la République, Keita Aminata Maïga. Compte rendu signé Nyanya Alou Traoré. Quotidiennement, quand je sors, c'est très simple. Il suffit juste seulement d'enlever le foulard. Une fois que tu es sur la moto, tu mets le casque. Et une fois que tu arrives à destination, tu mets ton foulard. Malheureusement, à l'image de cette jeune dame, les exemples sont assez rares, même très rares en matière de bon comportement sur les voies. Justement, pour inverser la tendance, l'association SOS Abba se bat au quotidien et ce pour plusieurs raisons. Perdre un enfant n'est pas une chose facile. Et que Abba n'est plus, mais ma lutte n'est plus pour Abba, mais c'est pour les autres enfants. Force est de constater que la route fait des victimes chaque jour. Tenez-vous bien, au cours de l'année 2013, la police nationale a enregistré dans la catégorie des motos 1796 cas d'accidents occasionnant 65 décès et 2290 blessés. La plupart des accidentés sont des jeunes de moins de 16 ans. C'est à cette couche vulnérable que l'international Seydou Keita et ses coéquipiers de Sidafoot s'adressent. Porter le casque, ne pas conduire avec le téléphone et quand on est sur la route, ne pas essayer d'aller très très vite, respecter le feu, ainsi de suite. Les autorités assurent leur appui permanent à l'endroit des services, associations et personnes ressources impliquées dans la gestion de la circulation routière. La première dame, elle en appelle au sens du civisme de toute la population et surtout des jeunes. On devrait créer une synergie pour aller dans le sens du combat de Moza. L'insécurité routière, il y a tellement à dire, il y a tellement de choses à prendre en compte. Il faut que tout le monde, quotidiennement, change de comportement. C'est le comportement, le changement de comportement qui va nous amener à arriver à atteindre l'objectif. La vie n'est-elle pas assez belle pour la perdre brusquement sur une chaussée? La question mérite une bonne réflexion. Atelier d'évaluation des besoins des entreprises exportatrices et à vocation exportatrice. 3 jours de travaux pour discuter de divers thèmes dont l'exportation des produits maliens, la problématique du financement des exportations du Mali ou encore les missions de l'APEX. La cérémonie d'ouverture a vu la présence de plusieurs ministres. Compte rendu, Mahamadou Doumbia. L'évaluation des besoins des entreprises exportatrices et à vocation exportatrice, c'est le contenu d'un atelier initié par l'Agence pour la promotion des exportations du Mali en collaboration avec le département du commerce. Créée en 2011 avec un démarrage difficile suite aux événements de 2012,
l'Agence pour la promotion des exportations du Mali se donne aujourd'hui comme priorité favoriser et encourager l'exportation de nos différents produits vers des destinations assez diversifiées. Il est essentiel que le présent atelier permette de recenser les différentes préoccupations de tous les acteurs impliqués. L'ensemble des données qualitatives et quantitatives ainsi recueillies sera exploité par l'APEX Mali pour développer différents modules d'intervention en faveur des entreprises visées. Au cours de cet atelier, plusieurs thèmes sont au programme. D'abord, les missions de l'APEX, ensuite les filières exportatrices, la facilitation du commerce et la promotion des exportations du Mali, l'évaluation des besoins des entreprises, accompagnée de séances personnalisées, des connaissances profondes sur l'AGOA qui ouvrent les opportunités d'affaires vers les États-Unis d'Amérique. Nous vous exhortons à alimenter sans complaisance dans un esprit plein d'ambition pour vos propres affaires, mais aussi pour la diversification et le développement des exportations globales de notre pays. Ce serait la condition inflexible pour que le commerce puisse effectivement jouer son rôle moteur dans la lutte pour réduire la pauvreté. Le présent atelier vous permettra également d'aborder de façon spécifique la question des facilités accordées par le gouvernement des États-Unis d'Amérique à certains pays africains, à Goa dans le Mali, et au-delà les conditions pour aborder ce vaste marché. Le Mali, pays continental, fait partie des 47 États les moins avancés, dont la plupart se trouvent en Afrique subsaharienne. Cette initiative de l'APEX permettra à coup sûr de booster notre système d'exportation. Cela suppose que pouvoirs publics et opérateurs économiques doivent travailler en étroite collaboration pour relever deux défis majeurs, à savoir celui de la mondialisation et celui de l'intégration sous-régionale qu'il faut gagner ou reconquérir à tout prix. Première réunion de restitution et de diffusion des résultats des rapports de la Commission transport de l'UEMOA. La rencontre, qui a pour but l'amélioration des performances des corridors, regroupe les agents en charge des contrôles routiers, les associations de transporteurs et conducteurs et la société civile. Daouda Sidiki Diarra. Les rapports de l'Observatoire des pratiques anormales diffusés chaque trimestre révèlent une persistance du nombre de postes de contrôle routier, des perceptions illicites et des retards induits sur l'ensemble des corridors de l'UEMOA en général et sur le corridor Bamako-Dakar en particulier. Les résultats des enquêtes effectuées sur les tracasseries routières au titre du 24e rapport de l'OPA font ressortir sur l'axe Dakar-Bamako un nombre anormalement élevé de postes de contrôle et un seuil de prélèvement illicite au-dessus de la moyenne communautaire. À cela s'ajoutent de nombreuses heures d'attente à la frontière Kidira-Diboli, qui oscille entre 2 et 3 jours. Ces constats affectent les performances commerciales du corridor Dakar-Bamako. Il ne sert à rien de construire une route si on ne peut y circuler librement et correctement et qui ne peut contribuer au développement du commerce tant national, sous-régional qu'international. Une route sur laquelle les transporteurs et les chauffeurs sont soumis à plusieurs tracasseries est un investissement perdu. En outre, les tracasseries obèrent les coûts de transport qui sont répercutés sur les consommateurs, d'une accentuation de la pauvreté. Afin de favoriser la libre circulation des personnes et des biens ainsi que la compétitivité des économies sur ces corridors, la Commission de l'UEMOA a décidé d'organiser alors dans tous ces pays membres des réunions de restitution et de diffusion des résultats de ces rapports. Pour la rencontre de Bamako, les échanges porteront sur les instruments en faveur de la facilitation des transports, l'évolution des indicateurs de suivi des corridors et les actions à mener pour améliorer leurs performances. Il s'agira dans cet exercice continu de développement d'initier et de prendre en compte des mesures correctives qui nous permettra de garder et sauvegarder ces beaux bijoux que sont les routes. Les résultats attendus de cette rencontre sont entre autres la prise de conscience accrue des acteurs du système de transport, la nécessité d'un changement de comportement des agents chargés du contrôle sur ces corridors. Je vous l'annonçais dans les titres, demain matin à 7h30, les candidats au baccalauréat seront dans leur starting block pour 3 jours de preuve à la veille d'une période chargée d'angoisse, de stress et aussi d'émotion. Nous avons rencontré 2 candidats, pas n'importe lesquels, 2 des plus brillants de l'année, l'un du public et l'autre du privé. Constat, l'école privée aussi bien que celle publique produisent des prodiges. Preuve par Lamissa Diarra du lycée Massamakan Diabaté et Kassim Doumbia du lycée Bianson d'Ambélé, des candidats à l'épreuve de la caméra avant celle des matières en classe sous l'œil vigilant de notre équipe de reportage dirigée par Souri Ibrahim Akita.
Premier test au candidat du jour, la ponctualité réussie. Il est là, à l'heure convenue, pour se soumettre au feu roulant des questions-réponses. Et c'est demain le bac? Demain. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, c'est un examen. C'est un examen, c'est une épreuve comme les autres. Il y aura des épreuves, des sujets qu'on a vus en classe, donc il n'y a rien d'étonnant. Monsieur le proviseur, je vous donne la situation de l'élève Lamissa Diarra. Un élève excellent, très respectueux. Au premier trimestre, il a une moyenne de 14,83. Au deuxième trimestre, il a une moyenne de 14,68. Donc sa moyenne annuelle fait 14,76. C'est l'un des meilleurs élèves de la série Arts-Lettres. Arts-Lettres. Bien. Voilà. Merci, monsieur le censeur. Effectivement, vous confirmez ce que les professeurs ont déjà dit de lui. C'est un bon élève, comme l'attestent d'ailleurs ces différents moyens que vous venez de nous communiquer. Et aussi l'appréciation que ces professeurs ont sur lui. Il ne tarit pas d'éloges sur cet enfant-là, qui heureusement se trouve être l'enfant d'un professeur d'ici, de français d'ici. Cette année, j'ai participé à 2 concours cette année. Le premier concours, c'était un concours de la francophonie, un concours d'orthographe. Je suis sorti 2e de ce concours-là. Comment vous avez préparé l'année scolaire? Depuis le début de l'année, je me suis mis en tête que j'ai un examen à la fin. Je dois faire un examen. Donc, depuis le début de l'année, je mène des recherches, je fais des lectures, puisque ma série même est une série littéraire. Donc, une série littéraire demande des lectures. Donc, je fais des lectures, je fais des recherches. Chaque fois que je vois un document, je l'exploite. Tout ça pour préparer l'examen. Et je suis régulièrement les cours. J'écoute les professeurs, j'écoute les explications. Et à ces explications, j'ajoute un peu de mes connaissances. Et ça, juste pour préparer mon examen. Et ces choses-là, j'en suis sûr, pourront m'aider dans la salle d'examen. C'est un élève extrêmement discret, mais plein d'efficacité. Et c'est surtout son sérieux qui m'a marqué. Et un enfant qui n'a jamais triché avec le travail. Toujours en train de faire quelque chose. Je lui demande de rester lui-même. Étant en classe, il ne faut pas qu'il se laisse distraire par de mauvais camarades. Il a fait vraiment l'honneur du lycée Massamba Kandiabaté. Je ne vais pas me stresser quand on a peur dans la tête déjà. Ça amène un problème. Donc, je me débarrasse de toutes sortes d'idées pour pouvoir bien me préparer pour l'examen. Lamissa Diarra, c'est bien une fierté de l'école publique. Un oiseau rare qui cumule des qualités d'abord faciles et agréables. D'un parler français irréprochable, d'un sérieux légendaire dans le travail, au bac 2014, il sera l'un des porte-étendards des 1091 candidats de son lycée. L'autre prodige est sorti du bain révélateur du lycée Bianson d'Ambélé, une tête de proue des 730 candidats de son école, requinqué à bloc avec une moyenne générale de près de 16 sur 20. Depuis la 10e année, c'est un élève qui est très brillant. Et c'est nous-mêmes qui avions décidé à ce qu'il s'oriente vers les séries scientifiques. Et il a accepté. Et cette année, vraiment, il nous a donné plein de satisfaction. Seulement que le bac, c'est demain. Ça commence demain et nous comptons beaucoup vraiment sur ses performances. Demain, c'est le bac. Je suis prêt à l'affronter. Le programme a été entièrement épuisé. Et d'ailleurs, les 2 dernières semaines qui ont précédé le baccalauréat, on a fait seulement que des révisions. Et également, on a augmenté les volumes horaires dans toutes les matières pour que les élèves puissent vraiment faire assez d'exercices avec les professeurs pour qu'ils puissent être assez affûtés pour affronter le bac demain. Actualité oblige. Kidal. Qu'est-ce que vous en pensez? Le problème de la situation à Kidal aujourd'hui, nos gouvernants l'ont dit, ce n'est pas une situation qu'on peut régler du jour au lendemain et ce n'est pas une situation qu'on peut régler avec les armes. Il faudrait dialoguer, comme le dialogue c'est l'une de nos valeurs précieuses, donc il faut toujours dialoguer. Maintenant, à la fin du dialogue, si le dialogue n'aboutit pas, car il y a toujours dans un dialogue, il y a toujours ceux qui veulent dialoguer et ceux qui ne veulent pas. Maintenant, à la fin, si le dialogue n'aboutit pas,
il y a d'autres mesures qu'on peut prendre. Parce que c'est ce que la communauté internationale même réclame. On a mis quel âge, vous savez? J'ai 17 ans cette année. Merci bien. Ouais, merci beaucoup. Bonne chance. Ouais, merci beaucoup. À très bientôt. Merci. En tout cas, très bonne chance à tous les candidats au baccalauréat. Gardez surtout votre sang-froid et tout ira bien, Inch'Allah. Séance de travail entre la commission de défense de l'Assemblée nationale et la cellule de lutte contre le terrorisme d'Interpol cet après-midi à l'hémicycle. Il s'agit de conjuguer les efforts entre les deux parties. C'est une initiative de la commission de défense de l'Assemblée nationale. Isaac Thieno. Conjuguer les efforts en vue de lutter contre le terrorisme dans notre pays, tel est l'objectif de cette rencontre entre la Commission de la Défense nationale, de la sécurité et de la protection civile de l'Assemblée nationale du Mali et une délégation de la cellule de lutte contre la sécurité publique et de la cellule maritime d'Interpol, une initiative salutaire. Nous avons discuté de beaucoup de choses. En fait, c'est comment Interpol, une organisation internationale policière qui contient 190 membres, comment on peut aider le Mali contre le crime organisé et aussi le terrorisme. On a discuté beaucoup de choses. On a trouvé des manières où on peut travailler ensemble. Bien que Interpol, c'est une organisation neutre et indépendante, on attend toujours aux pays membres de nous demander une aide. Alors c'est ça qu'on attend. Officiellement du gouvernement et nous on est là pour aider le Mali. La cellule antiterroriste d'Interpol a été invitée par la commission défense. Bien sûr, nous avons associé le ministère de la Sécurité car c'est le ministère de tutelle de la police nationale et donc du bureau local aussi d'Interpol. Donc c'est un peu voir aussi quelles sont les synergies qu'on peut avoir avec les autres forces de police à travers le monde sur des volets qui font l'actualité ici aujourd'hui. Vous savez que la lutte contre le terrorisme est un fléau mondial qui concerne tout le monde. Une attaque qui peut être perpétrée sur le sol malien peut être préparée à des kilomètres du territoire malien. Donc comment est-ce qu'on va mettre nos enquêteurs, nos services judiciaires, les forces de police en synergie avec d'autres pour que les forces de police maliennes puissent avoir accès à leur base de données et que aussi eux puissent partager leurs informations et qu'ils puissent aussi avoir accès aux informations que les forces de police maliennes ont à leur disposition. La sécurité des personnes et des biens reste l'une des priorités du Mali. Et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Sada Samake, qui convie les responsables des partis politiques à une séance de travail qui se tiendra le vendredi 13 juin 2014 à partir de 9h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako. Hors du jour, examen des mesures consensuelles à arrêter en vue de l'organisation des élections communales, locales et régionales de 2014. Vivre ensemble, se pardonner et reprendre les activités économiques. Voilà le message du président de la République et du gouvernement rapporté par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement aux populations du Gourma. C'était lors d'une rencontre avec les délégués des communes de Haribomo, Innadiatafan et Bambara Maoudé. Envoyés spéciaux, Seydou Sissoko, Siratigui Traoré. Ici, c'est Bambara Maoudé, ville tampon entre le Aéré et le Gourma, zone écologique où cohabitent Songoï, Touareg, Peul, Bamana, Arabe et Bella. Bambara Maoudé, véritable mosaïque linguistique et culturelle, a été choisi par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement pour apporter aux populations le message de paix du président de la République. On appelle effectivement à se pardonner. Un appel pour que les Maliens du Gourma, de Bambara Maoudé, des 3 communes de Haribomo, Innadiatafan, Bambara Maoudé, pour lesquelles ces forages-là ont été réalisés, que ces populations se pardonnent, que se retrouvent pour mener et reprendre, surtout reprendre les activités. Les activités, c'est lesquelles dans cet espace? C'est des activités pastorales. Bientôt, ce serait l'hivernage. Vous avez vu l'état cachectique des animaux. C'est ça le travail de ces braves populations. Et voilà pourquoi j'ai lancé cet appel, un appel d'abaissement et de reconstruction de notre pays. Il faut savoir se pardonner, ne pas continuer à regarder dans le rétroviseur. La paix s'imposera à tous. Ce qui est réel, c'est seulement la vérité. Pas de bruit communicationnel entre l'émetteur et le récepteur. Le message est reçu 5 sur 5. Nous apprécions aujourd'hui le message du gouvernement malien livré par notre ministre parce qu'aujourd'hui,
nous-mêmes nous ressentons que nous avons le plus besoin de la paix. Parce que rien ne vaut la liberté. Cette liberté que nous avons perdue depuis 2012, l'image se répercute sur nous. Nos activités génératrices de revenus sont bloquées. Nous ne savons même pas comment vivre là où il n'y a pas la paix. D'une réception de station d'eau à une rencontre d'apaisement, le ministre Maïga aura démontré une fois de plus que la volonté du gouvernement est de conférer aux Maliens leur cohésion d'antan et leur humanisme légendaire. Avant Bambara Maoudine, le ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a rencontré les cadres régionaux de son département à Ségou. Au cours de cette rencontre, les maîtres mots ont été la sanction de la faute et la récompense du mérite. Et le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était également à Ségou la semaine dernière sur place. Il a pu visiter les réalisations effectuées par les Pays-Bas à l'hôpital Nianankoro-Famba. Le compte rendu de Fatoumata Koni. Après l'étape de Massina, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu à Ségou. Autre localité, autre réalité. À l'hôpital Nianankoro-Famba, le ministre Koné a visité le laboratoire, les urgences, la salle pour consultation VIH-Sida. Ousmane Koné constate quelques difficultés. L'hôpital de Ségou, l'objet de la visite, c'est effectivement de voir aussi les réalisations qui ont été financées par les partenaires des Pays-Bas dans le cadre de ce que nous avons appelé le renforcement de la zone tampon. Et nous avons pu nous rendre compte que des équipements ont été livrés. Là aussi, il y a quelques équipements qui ont été livrés qui ne sont pas fonctionnels. Nous allons revoir les fournisseurs, lui donner un délai pour que ces équipements soient fonctionnels. Le ministre s'est également rendu au chevet des victimes d'un explosif qui traînait dans la zone tampon. Il a remis du matériel sanitaire destiné aux urgences de la structure. Ce don est un appui des Pays-Bas. Il y a des cadres qui savent manipuler ce matériel, donc qui savent bien l'utiliser, et ça donne plus des meilleurs services aux patients. Donc, je suis très contente de ça. C'est pas encore fini, il y a d'autres travaux qui vont être faits, il y a quelques réflexions à faire. La réalisation du centre de santé de référence de Massina et la remise des équipements à l'hôpital Nianankoro-Famba de Ségou sont le fruit de la coopération Mali-Pays-Bas. Ces gestes ont coûté près de 7 milliards de francs CFA aux partenaires. Dans la région de Gao, la ville de Forgo-Songoy, chef-lieu de la commune Soni Alibert, vient d'accueillir la rencontre de médiation intercommunautaire des cercles de Gao, Bourem, Ansongo et Menaka. Sous le thème liens sociaux, cohésion sociale et promotion de la paix, les communautés ont promis de se pardonner pour l'intérêt du Mali. Le choix du lieu n'est pas fortuit. En effet, le long du fleuve Niger constitue le maillon de notre développement et de notre union pour véhiculer les messages de paix. Daouda Zoumana Traoré, compte rendu. Préoccupés par les récents événements de Kidal, les communautés Songoy, Tamashek, Peul et Arabe des 4 cercles de la région de Gao, c'est la raison pour laquelle elles se sont réunies à Forgo Songoy, cercle de Bourem, pour faire émerger la confiance réciproque entre elles. Aujourd'hui, de la commune Soni Alibert à celle d'Anchawaj, en passant par Tilemsi, Taboy, Gao, Gunzurey, Intelit, Bourem et Tarkint, la paix doit être préservée et à tout prix. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons tous le devoir de sauver l'essentiel, qui est le bien commun, la patrie. La patrie, c'est quoi? C'est la maison paternelle. Grâce à l'engagement du consortium des ONG GREP, GREFA, TASAC, DRC et Aide de l'Église norvégienne, cette proposition d'aller à la paix des femmes et jeunes de la commune Soni Alibert a été concrétisée. Il s'agit d'une rencontre qui permet d'interpeller chacun à son rang et qualité dans la société, de les interpeller par rapport à la dérive dans laquelle nous sommes en train de partir. En plus du concours des érudits et des chefs traditionnels dans l'instauration de la paix, un ressortissant malien vivant aux États-Unis en la personne d'Aguirissa a initié un projet de caravane de vulgarisation de messages de paix. Elle va de Bourem à Ansongo par Pinance et d'Ansongo à Menaka par Chameau. Ce projet a le soutien des autorités régionales. Que toutes les communautés acceptent de se regarder et que toutes les communautés acceptent de se parler. Au cours de la cérémonie, les femmes et les jeunes représentés respectivement par Saouda Seydou et Abdoulaye Abakar
ont loué la paix afin qu'ils puissent exercer leurs activités de développement. La 4e édition du Festival international Sida Foot a vécu. Les stars africains du football présents à Bamako pour l'occasion ont été reçus par le Premier ministre Moussa Mara. Auparavant, les footballeurs s'étaient rendus au CESCOM de la commune 2 pour passer des messages de sensibilisation. Le compte-rendu de Khadija Toukone. Venu pour la 4e édition de Sida Foot, Seydou Keita, l'international malien, et toutes les autres stars du ballon rond présents pour l'événement se sont rendus au CESCOM de la commune 2. Lors de la visite, ils ont passé un message de sensibilisation pour le dépistage du VIH-Sida à l'endroit des mamans et des futures mamans. C'est un peu pour sensibiliser les gens concernant le sida. On sait que c'est une maladie qui est très compliquée. Et quand on s'y prend temps, c'est beaucoup plus facile, surtout les femmes qui sont enceintes. C'est une bonne action de venir là sensibiliser les gens avec la représentante de l'ONU-SIDA et tous mes amis ici présents. Je crois que déjà c'est une très bonne chose. Je crois qu'on apporte notre pierre à l'édifice. La représentante de l'ONU-SIDA au Mali a vivement salué cette visite. Nous ne pouvons que nous réjouir. D'abord, c'est l'association Sida Foot qui les a invités. Nous, comme vous le savez, l'ONU-SIDA essaye d'utiliser toutes les tribunes possibles pour que le message passe. C'est une campagne de sensibilisation. Nous avons nos 3 objectifs à atteindre pour que vraiment d'ici peu, on puisse parler de 0 nouvelle infection, 0 discrimination et 0 décès liés au sida. Le choix du CESCOM de la commune 2 n'est pas fortuit. Ici, le taux de conseil est sensiblement égal au taux de dépistage. Et c'est à travers les meilleurs résultats que nous disposons à notre niveau ici qui a fait que Seydou et ses amis ont choisi ici. Dans l'après-midi, c'était au tour du chef du gouvernement de recevoir la même délégation. À la primature, Moussa Mara a salué l'initiative de Sida Foot qui se bat pour la lutte contre le sida tout en impliquant les stars du football. Ce que vous êtes en train de faire pour la lutte contre le sida est une juste cause. C'est une cause qui doit mobiliser l'ensemble de nos populations et en particulier les têtes d'affiche, quelles qu'elles soient. Parce que vous êtes considérés comme des modèles par des millions et des millions de jeunes. Et donc, si vous épousez une cause, ça fait progresser cette cause à un niveau que nous, responsables publics, nous ne pouvons pas espérer atteindre. Donc, vraiment là, moi, je ne peux que vous féliciter. Vous féliciter et vous encourager à poursuivre dans cette direction. Vu la situation que vit notre pays, les organisateurs de Sida Foot ont décidé de faire des sensibilisations pour la paix et la réconciliation. Aujourd'hui, l'ensemble des joueurs maliens et aussi les stars africaines sont vraiment solidaires envers le Mali et ils vont vraiment accompagner le Premier ministre, le gouvernement et l'ensemble du peuple malien pour sortir le pays de cette crise. Et aujourd'hui, ils souhaitent vraiment que le Mali utilise l'amour du prochain pour unir le peuple malien et vraiment faire du Mali un grand pays d'Afrique. Au cours de l'entretien avec le Premier ministre, l'initiateur de Sida Foot lui a soumis leur prochain projet, à savoir primer des jeunes dans plusieurs domaines comme l'agriculture, le transport, etc. Le Premier ministre Moussa Mara l'a donc invité à associer le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne pour la réussite de cet événement prévu pour le 22 septembre prochain. Le match de gala de cette 4e édition de Sida Foot s'est tenu hier au stade Modibo Keïta. Avec la présence, bien sûr, vous l'avez constaté sur ces images de plusieurs stars du foot africain. Le match gala a été remporté par le stade malien de Bamako qui a gagné par 5-1. Abdul Karim Kaba. Placée sous le signe de la réconciliation nationale, la 4e édition du Festival international Sida Foot a drainé beaucoup de monde au stade Modibo Keïta. Sur les pancartes et banderoles, pouvaient lire des mots exprimant la paix et l'unité malienne. Le match de gala a opposé le stade malien de Bamako, champion en titre, à l'équipe de Sida Foot. Sur la pelouse, la présence des anciens footballeurs et stars du football africain est effective. Entre autres, Abdoulaye Traoré Di Ben Badi, Omar Ben Salah, El Hadj Diouf, Kaloulou Fadiga. Le match de gala a tourné à l'avantage du stade malien de Bamako qui gagne 5-1. Le représentant du Premier ministre a salué l'initiative du festival Sida Foot. Nous avons été gratifiés d'un excellent
match de football. Le sida est là, mais le sida n'est pas une fatalité. C'est la raison pour laquelle M. le Premier ministre exhorte la jeunesse malienne à s'impliquer de façon permanente dans la lutte contre le sida. L'initiative est très noble. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir le faire chaque année parce que je crois que c'est bon pour les Maliens. Ça me fait toujours plaisir de refouler la terre malienne. On sait que le Sénégal et le Mali sont des pays frères. Des artistes ont émerveillé le public tout au long de la partie. Seulement, l'attente a été grande avant le démarrage. 18h au lieu de 16h. Et nous retournons dans nos régions. 5e région, justement, c'est le cercle de Bankas qui a constitué la dernière étape de la caravane agricole Sénékouna Fonitama de Togouna au CP Maroc. Cette caravane a pour objectif de booster les productions agricoles locales à travers la diffusion de techniques performantes. ORT Mopti Yacouba Mega. C'est à Bankas, un des principaux bassins de production de la région de Mopti, que la première édition de la caravane agricole Sénékouna Fonitama vient de connaître son épilogue. Cette initiative de Togouna Agro-Industrie et son partenaire marocain, l'Office chérifien des phosphates, vise à booster les productions agricoles locales à travers la diffusion de techniques performantes. Aider la terre à nourrir les hommes, ce n'est pas seulement produire et vendre d'engrais, mais c'est faire en sorte que cet engrais conduisant à une meilleure production agricole en quantité et en qualité. On est en train de faire l'agriculture, mais sans savoir l'engrais que le sol a besoin. C'est si quelqu'un, dans l'accord du pays, c'est à savoir aujourd'hui qui veut faire l'analyse du sol pour savoir quel type d'engrais on doit utiliser au Mali. Je pense que c'est très très important. En mesurant les attentes du gouvernement de faire de l'agriculture le moteur de l'économie nationale, le ministre du Développement rural entend s'inspirer désormais de l'exemple marocain en établissant la carte de fertilité des sols cultivés au Mali pour l'utilisation des engrais adaptés. Je vais procéder, Inch'Allah, en vue de la campagne prochaine, au lancement de la base informatique, la carte de fertilité des sols du Mali. L'Union nationale des coopératives, le GIE, la Direction nationale de l'agriculture vont, Inch'Allah, pour la campagne 2015-2016, procéder à leur commande d'engrais en fonction de cette carte-là. Cette caravane a été aussi l'occasion de récompenser à chaque étape les producteurs les plus méritants. À Bankas, c'est le groupement des femmes productrices de Logo qui a été l'heureux bénéficiaire d'un tracteur et ses accessoires. Le 9 juin, c'est la journée internationale des archives. L'événement a été célébré dans notre pays à l'instar de la communauté internationale. Des conférences, débats, expositions et bien d'autres activités ont marqué cette journée du 9 juin. Moudi Bossoare. Les archives sont des documents créés, reçus et conservés à titre de preuve et d'information par une organisation ou une personne pour répondre à des obligations juridiques ou au cours des transactions. C'est fort de ce constat que le Conseil international des archives a décidé, lors de son assemblée générale à Québec, au Canada, en novembre 2007, de la célébration chaque année le 9 juin, journée internationale des archives. Une tradition respectée depuis son institution pour la 4e fois dans notre pays. Cette année, le thème majeur de la conférence porte sur le patrimoine archivistique en danger, quelle stratégie de préservation dans les zones en conflit, suivi d'un thème secondaire intitulé « Le rôle des archives dans la construction du dialogue et de la paix, le cas de la justice transitionnelle ». Cette année, au Mali, la célébration de la Journée internationale des archives se tient dans un climat de tension suite aux événements douloureux qui se sont déroulés à Kidal le mois dernier. Une action qui a freiné la réorganisation et la mise en place effective des services d'archives après l'occupation des régions du nord du Mali par les djihadistes et leurs alliés. Que dire du patrimoine archivistique, base de toute organisation administrative, sans oublier que certains services d'archives de ces régions recelaient encore de fonds d'archives historiques très importants tels que ceux de Tombouctou, de Gounam, de Gao. L'ouverture de cette journée internationale des archives a été surtout marquée
par le vernissage d'une exposition de photos et autres documents précieux de l'époque coloniale à nos jours. Une expo ouverte au public jusqu'au vendredi 13 juin 2014. Cette exposition, elle est divisée en deux parties. D'abord, une espèce d'exposition thématique centrée sur les différents paysages d'architecture traditionnelle ou moderne de la période coloniale, aussi bien que sur les photos des personnages historiques et des personnages indigènes que la collection Fortier a réalisé entre 1906 et 1920. Ce patrimoine archivistique se veut donc un témoignage sur le développement économique, politique et socioculturel pour notre pays. Ces documents constituent également une véritable source d'information de premier plan. Cette journée a été mise à profit par ses organisateurs afin de débattre des avantages sur les archives à travers des conférences animées par des historiens. L'un des objectifs spécifiques de la Journée internationale des archives est de promouvoir et faire connaître à un très large public des documents uniques, extraordinaires et rares conservés dans des institutions d'archives pour la mémoire collective. Du 12 au 19 juin, notre capitale abritera la rencontre des experts étrangers et maliens sur l'opérationnalisation de Bamako Horizon 2030. En prélude à cette rencontre, les experts de l'urbanisme et les élus du district de Bamako se concertent pour finaliser les préparatifs. Sur le sujet, nous vous proposons d'écouter le maire du district, Adama Sangaré. Il est au micro de Moussa Fane. La ville de Bamako a initié un très grand projet, une très grande réforme dans le cadre de l'urbanisation de la ville. En accord avec tous nos partenaires et surtout avec l'Agence française de développement et l'ambassade de France, nous avons pu structurer ce projet dans le cadre de rendre Bamako encore beaucoup plus fluide, plus vivant, plus propre, et cela avec une mobilité assez engagée. Aujourd'hui, après Africité, après les différentes rencontres que nous avons eues avec les ateliers internationaux de Cergy, les experts de 7-8 pays doivent se rencontrer à Bamako du 12 au 19 afin de finaliser le projet qui a déjà une ossature nationale. C'est la dernière ligne droite avant le sommet Afrique-France afin que nous puissions, en accord avec l'ambassade de France, avec l'Agence française de développement et les autres partenaires, faire prendre en charge un certain nombre de projets avec cette grande rencontre Afrique-France qui verra Bamako abriter tous les chefs d'État francophones. Du 12 au 19, il y a un jury qui sera là avec des urbanistes, des ingénieurs, des architectes, des sociologues pour voir les projets dans sa phase finale. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons retenir? Quelles sont les priorités? Quand est-ce que le projet va démarrer? C'est de tout cela qu'on doit parler. Récompense de l'effort et du mérite aux personnalités qui ont marqué l'actualité par des actes citoyens de l'agence IDS Communication. C'était à Sikasso en présence du ministre de la Santé et celui des Sports. Compte rendu, Sekou Konaté. Dénommée Gala des trophées de reconnaissance du Mali, la présente soirée est une initiative de IDS Communication. Et elle vise à respecter une des vertus cardinales de notre société, à savoir la récompense du mérite. Je dédie cette cérémonie uniquement pour l'unité de notre pays, uniquement pour la paix. Et les autorités régionales de saluer le choix de Sikasso pour abriter la 3e édition. 9 nominés des régions, de Kidal à Kaye, et nominé national, le guide spirituel Chérif Ousmane Madani Haïdara. Il aura, avec le nominé de Sikasso, Abdoulaye Diawara Diblo, arraché la vedette d'un gala qui doit constituer une invite à plus de performances, diront les ministres du gouvernement. Ces récompenses ne doivent pas être considérées comme un aboutissement, mais bien comme une invite à plus d'engagement auprès de vos populations. Les parrains de l'édition, Sadou Diallo de Gao, Ishaka Kansaï de Mopti, Soumaïla Tirera et Kissima Diawara de Sikasso ont également reçu des distinctions pour leur accompagnement. Une soirée pleine et réussie et qui s'est achevée sur les bénédictions pour le Mali formulées par le guide spirituel Ousmane Chérif Madani Haïdara.
Week-end culturel du Sénégal au Palais de la Culture, placé sous le signe de la paix et de la réconciliation. Il a vu la participation de plusieurs artistes. Moussa Tidjani Kanté. Le week-end culturel du Sénégal au Mali a été marqué par une série d'activités qui met en exergue la riche culture du Sénégal. Le Sénégal, pays voisin du Mali, lié par la culture, ce week-end culturel est placé sous le signe de la paix et de la réconciliation. Le week-end culturel pour cette année, nous l'avons organisé dans le cadre des festivités du 54e anniversaire de la fête de l'indépendance du Sénégal, qui devait se faire le mois d'avril, qui a été reporté pour le mois de juin. Cette année, nous avons initié la course de pirogue par les bozos du Mali et aussi la lutte traditionnelle avec les Maliens et Sénégalais et aussi un concours de l'art culinaire. Ce week-end culturel a été celui de la concorde, de la rencontre des cultures sénégalo-maliennes autour des artistes. Défilé de mode, animation par les Simbes et les Signaris de Saint-Louis, défilé des tirailleurs sénégalais, visite guidée des stands. Une pièce de théâtre a été présentée au grand public. La pièce intitulée Soleil levant nous replonge dans l'histoire des tirailleurs sénégalais. Les danses sénégalaises du sabar et du balax étaient naturellement au rendez-vous, comme pour dire qu'au Sénégal, on se régale. Et au Mali aussi, à partir de ce lundi, Focus Santé vous propose une série de reportages sur la santé dans la région de Caille. Cette région qui comptait 2 306 000 habitants en 2006 a certaines particularités. La diaspora est d'un très grand apport à la santé et les sites d'orpaillage constituent une autre source d'inquiétude pour les autorités sanitaires. Envoyé spécial à Caille, Tessira Dambélé et Idrissa Traoré. La région de Caille, c'est 9 centres de santé de référence, 212 centres de santé communautaires sur 242 prévus et 11 centres de santé secondaires. À côté de ces structures se développe le réseau privé avec ses cliniques, ses cabinets médicaux et ses pharmacies. Mais les ratios personnels sanitaires habitants restent en deçà de ceux que recommande l'OMS. Ici, à peu près le même tableau que partout au Mali quand on parle de maladies les plus fréquentes. En termes de morbidité au niveau de la région, c'est-à-dire les cas de maladie, nous avons d'abord le paludisme simple, nous avons effectivement les IRA, les infections respiratoires aiguës, plutôt basses, nous avons également l'anémie, nous avons la malnutrition et nous avons effectivement les maladies diarrhéiques hors choléra. Toutefois, la région de Caille a 3 grandes spécificités. Elle reste la région la plus enclavée du pays. L'accessibilité au niveau en milieu rural pose énormément de problèmes. Nous ne sommes pas sans, pendant l'hivernage, nous avons souvent des zones, malheureusement, que nous ne pouvons pas atteindre. Donc cela pose tous les problèmes que vous savez par rapport au système de référence évacuation, par rapport à la vaccination et les problèmes liés au déplacement des ambulances se posent. La région compte plusieurs zones d'orpaillage et cela a une incidence sur les statistiques en matière de santé. Par rapport au VIH, nous avons, au lieu de diminuer, en tout cas le taux de prévalence a plutôt augmenté au niveau de la région. C'est aussi valable pour la région de Sikasso. Donc les spécificités qui ont été dégagées, c'est effectivement ce nombre de mines qui existent au niveau de la région et qui drainent beaucoup de populations. Caille est la région du Mali qui a le plus grand nombre d'émigrés. Sa diaspora est active dans tous les secteurs du développement, y compris la santé. C'est un apport important, parce qu'il faut faire en sorte qu'effectivement l'accessibilité soit là. Et cet apport, la diaspora l'apporte beaucoup. Mais très souvent, c'est par suite de conflits intercommunautaires qui font qu'on est en train de multiplier ces centres. Et malheureusement, c'est souvent des centres qui ne respectent pas ni en termes d'infrastructure les critères qui sont retenus, les plans qui sont retenus, et aussi en termes de personnel. Sur d'autres plans, le taux de prévalence contraceptive dans la région est passé de 2,5 à 8% entre 2010 et 2014. Des résultats encourageants quand on sait que selon la dernière enquête démographique et de santé, les besoins de contraception ne sont pas satisfaits chez 31% des femmes et chez 55% des adolescents et jeunes. Surtout à la population rurale. Comme vous savez, effectivement, c'est elles qui sont véritablement qui utilisent très peu
ces méthodes, compte tenu effectivement de tout ce que nous savons comme barrières peut-être géographiques, comme barrières financières, comme tout ce qui constitue les choses liées au socio-culturel. Par ailleurs, CAI fait partie des premières régions à avoir accueilli les ASC, les agents de santé communautaires. Ceux-ci ont été formés et placés auprès des populations ayant un problème d'accès aux centres de santé. Aujourd'hui, leur prise en charge commence à poser problème malgré qu'ils aient été reconnus de grands apports dans la lutte contre la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Retrouvez Amara Malé Diallo demain à 10h et 13h. Je vous retrouve si tout va bien pour les éditions du soir. La présente s'achève. Merci d'avoir été de notre excellente nuit à tous. Allô? Mago badi be warla san yere de koy o ma chundoni hey na oh ibe tani din ko rom suma san sisa